L'écroulement de l'Union soviétique met en évidence un problème jusqu'alors inconnu, celui de la délimitation des frontières de pays vivant autrefois sans une réelle concurrence. L'Ukraine paye cher le débordement de ses frontières sur les terres des peuples voisins. Pour ce reportage, l'équipe de TV Liberté s'est jointe à la mission de l'Académie européenne, représentée par Jean-Luc Schaffhauser, un député européen du Rassemblement Bleu Marine. Que je ne suis pas là pour représenter mon institution, le Parlement européen. Je suis là comme ami de la paix, comme président de l'Académie européenne. L'objectif est d'établir le degré de sincérité du scrutin du 1er novembre dans la République populaire du Donetsk, et de rendre compte des sévices subis par la population civile. Je tiens effectivement à vérifier que les critères dans les conditions actuelles, qui sont quand même difficiles... Nous sommes accompagnés par un représentant de l'association Enfants d'Ukraine, venu prendre des contacts en vue d'organiser ces actions humanitaires. Le choix par l'Académie européenne du canal russe pour se rendre dans la région vise à nous faciliter les déplacements et nous permettre d'accéder à des sites contrôlés par les troupes ukrainiennes russophones. Le pendant de ce choix, pour Jean-Luc Schaffhauser et nous-mêmes, est la crainte d'une restriction de notre liberté d'investigation, de se voir par exemple attribuer des témoins sélectionnés à l'avance. À la frontière, nous changeons de minibus avec cette fois une escorte de militaires commandée par Tashkent, un lieutenant-colonel dont nous découvrirons plus tard qu'il est également le ministre du budget de la République populaire du Donetsk. La présence de militaires dans la gouvernance est une constante des deux côtés de l'Ukraine. Dès les premiers kilomètres, nous découvrons les traces de violents combats et bombardements qui expliquent la concentration de troupes en Russie. Concentration que les médias internationaux interprétaient comme le signe annonciateur d'une intervention russe en Ukraine. Comment s'appelle ce village qui a été rasé? Stepanovka, le village de Stepanovka. On est à combien de kilomètres de la frontière? Мы на каком расстоянии от границы находимся? А сколько здесь до границы? 15 километров. Километров 15. 15 километров. 15 kilomètres seulement? Ouais. On comprend que les Russes peut-être... Последние бои были прямо на границе. Mais il faut dire que les derniers combats, ils se sont déroulés justement sur la frontière. Les premiers interviews sont l'occasion pour nous de vérifier la fiabilité du traducteur qui nous a été affecté. C'est la seconde tâche de Pierre, notre caméraman de TV Liberté, qui parle couramment le russe. Il nous permettra d'attester tout au long du périple la fidélité des traductions. Les bruits d'artillerie qu'on entend là en ce moment, ça veut dire qu'il y a des combats? D'après Alexandre, il a dit qu'il y a parfois les Ukrainiens qui pénètrent dans ce territoire et on les repousse, on fait le nettoyage un peu du territoire. D'accord, donc il y a des combats. Il y a des combats. Les combats d'août 2014 à Saour-Moghila ont endommagé les célèbres monuments qui symbolisent l'union dans le combat contre les fascistes durant la Seconde Guerre mondiale, où la Russie laissera 23 millions d'hommes. Pendant la dernière guerre, ici, il y avait des très gros combats avec beaucoup de morts, les soldats de l'armée rouge, l'armée soviétique. Mais, comme dit notre guide, Alexandre, il dit que voilà, on a battu les fascistes en 1940, dans les années 40 du siècle passé, mais voilà, il y a quelques mois, on a chassé d'autres fascistes d'ici. Fasciste. Le mot est utilisé pour définir tous les ennemis de la nation. Débarrassé de sa connotation politique en grande partie, il est aujourd'hui employé par les russophones pour désigner les Ukrainiens de l'Ouest. C'est la ville de Snezhnoye. La traduction? Des neiges, la ville des neiges. Les ruines que nous voyons, ce sont des restes de combat? Non, ce sont les ruines provenant des bombardements qui ont été faits ici. Il n'y avait aucune troupe. Mais quel est l'intérêt de bombarder les civils? А какой интерес бомбардировать гражданские здания? Знаете,
По нашему мнению, они просто, есть такое понимание, кошмарить территорию. Запугивать гражданское население, чтобы voilà, оно выходило и бросало территории. il me semble qu'il faisait tout pour terroriser la population ayant peur pour qu'elle quitte le territoire. Это создать гуманитарную катастрофу. C'est-à-dire, c'est créer un peu un genre de catastrophe humanitaire. Nous avons rendez-vous à la mairie de Donetsk qui fait office de parlement pour une conférence de presse de Jean-Luc Schaffhauser avec les médias internationaux. Je tiens effectivement à vérifier que les critères dans les conditions actuelles, qui sont quand même difficiles, sont des critères les plus démocratiques possibles, avec différents partis qui s'opposent, avec différents candidats, avec des listes électorales, avec du matériel électoral. Mais le plus important pour moi, c'est de s'inscrire dans ce projet de paix, car de toute façon, quand il y a la guerre, il faut à un moment donné faire la paix. Après son exposé sur son rôle d'observateur du déroulement des élections, Jean-Luc Schaffhauser est vivement attaqué par les journalistes français et internationaux pour son appartenance au Rassemblement Bleu Marine. Sans même connaître ses expériences passées, on met en doute sa compétence. Et, comme Marine Le Pen a été dans le passé reçue officiellement par le gouvernement russe, on le suspecte bien sûr, automatiquement, d'être partial. Je tiens à dire aussi que j'avais été envoyé en Russie par le Saint-Père, Jean-Paul II, et que son projet était toujours une Europe unie, une Europe dont on ne se sert pas du clivage Byzance contre Rome, orthodoxe contre catholique, et que donc l'Ukraine étant un peu cette ligne de fracture, il faut que cette ligne de fracture devienne à nouveau une ligne pour le futur d'union. Et je pense également que le pouvoir de Kiev, le pouvoir ukrainien, devrait reconnaître dans le cadre des élections justement du fédéralisme qu'il souhaite, le processus démocratique qui se met en place. Vous avez un pouvoir de fait, et ce pouvoir a besoin de chercher sa légitimité. Autrement dit, le même processus qui a eu lieu dans l'autre partie de l'Ukraine, qui est allé chercher sa légitimité par des élections, il est normal que le même processus puisse se tenir dans l'autre partie de l'Ukraine. Et moi, mon souci est plutôt un souci de dialogue, de légitimité des pouvoirs et de dialogue. Je pense que la Russie a un rôle important dans le dialogue, et sans doute un rôle plus important que les États-Unis veulent en avoir en Europe. La Russie est notre partenaire naturel. J'ai été pendant longtemps membre du bureau pan-européen qui a été fondé par le général de Gaulle, et il est impossible de penser la véritable Europe, l'Europe indépendante, sans la Russie. J'ai vu comment des maisons étaient bombardées, comment on s'est attaqué à la population civile, il faut le dire. Et je crois qu'il est nécessaire que nous ayons une vision globale de la situation. Malheureusement, nous avons souvent au Parlement qu'un seul point de vue, et mon passé de philosophe et également de théologien me pousse à toujours écouter les deux parties. Mais pourquoi on nous a punis, on ne comprend pas. Je ne sais pas. Parce qu'on vivait bien. Notre vieillesse, nous avons eu ce cadeau. Est-ce qu'on vivait bien avant entre Ukrainiens et russophones? Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'ethnies, beaucoup de nations qui vivent ici. Il n'y avait aucun problème. Personne ne traitait les autres d'une manière humiliante. Est-ce qu'elle vivait bien avec les Ukrainiens? Avait-elle des amis ukrainiens avant? Bien sûr, oui, oui. Jusqu'à ce que Maïdan transforme tout le pays. Le conflit est quasiment exclusivement présenté comme une opposition entre un peuple ukrainien désireux de se libérer du joug de la superpuissance impérialiste russe. Quand il y a les Américains qui sont venus ici avec Maïdan, c'est fini. Non, on ne veut avoir rien de commun avec l'Ukraine. Et Amérique. Parce qu'ici, il y a deux lignes politiques, russes et américaines. Ils n'arrivent pas à partager entre eux le champ géopolitique. Et c'est l'Ukraine qui en souffre. Libye, Syrie, l'Ukraine. C'est pareil ici. Les russophones, eux, ont une vision géopolitique où les USA souhaitent attirer l'Ukraine dans l'Europe afin de la neutraliser. L'Europe étant pour les Américains une zone non étatique, une sorte de no-state land.
En clair, c'est le retour de la guerre froide. Je m'appelle Alexandre Akimovitch Karaman. Je suis vice-premier ministre pour les questions sociales. Selon vous, quelle est l'origine du conflit? Une révolte populaire de part et d'autre, ou la poursuite de la guerre froide, un conflit russe-américain? Je pense que vous avez déjà fourni la réponse. Ce n'est pas un secret qu'il y a toujours l'avancée des forces de l'OTAN vers la Russie. Et vous savez que le territoire sud-est de l'Ukraine, il était toujours beaucoup plus proche avec la Fédération de Russie. Suite au refus de ratifier le traité d'association avec l'Union européenne, le président de l'État ukrainien, Viktor Yanukovych, sera, selon les termes des médias occidentaux, destitué. Voilà, et quand les pouvoirs de l'Ukraine, par un coup d'État militaire, ont pris le pouvoir, et quand ils ont choisi l'orientation de ces monolinguistiques, alors, pratiquement, ils ont refusé à la population de ces territoires une chose très importante. Le 23 février 2014, en abrogeant la loi sur les langues régionales, le Parlement retire aux Russes le statut de langue officielle dans 13 des 27 régions. Cela implique non seulement que tous les documents officiels doivent être rédigés uniquement en ukrainien, mais aussi que les cours dans les écoles ne doivent être dispensés qu'en ukrainien, que tous les noms de villes et autres noms propres doivent suivre l'orthographe et la prononciation ukrainienne, ce qui est mal vécu par la population russophone d'Ukraine. Et pourtant, la Russie est toujours présentée comme le grand responsable du conflit. Jeudi 28 août 2014, Barack Obama déclare que la Russie est responsable de la violence dans l'est de l'Ukraine. La violence est selon lui encouragée par la Russie. Le pouvoir de l'Ukraine, bien qu'il recevait toujours tous les impôts, toutes les taxes d'ici, et ils ont lâché complètement les retraités et depuis des mois, ils ne reçoivent pas les pensions retraite. Et nous pouvons voir ici, observer comment on paye les pensions retraite à certaines catégories des gens. Depuis plus de mois, on verse les pensions retraite aux invalides de la dernière guerre, aux enfants des invalides, ainsi qu'aux familles qui ont perdu les gens qui gagnaient l'argent. Le jeudi 28 août 2014, au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis appellent Moscou à cesser d'alimenter le conflit. Alors, les gens, ils demandaient ici deux langues. Ils demandaient aussi à décentraliser le pouvoir, c'est-à-dire donner plus d'autonomie et de l'indépendance. Et comme réponse, on a envoyé ici les troupes de l'armée régulière. De même, vous savez que par exemple en Écosse, la population voulait un peu plus de l'indépendance. Catalogne. En Suisse, on connaît qu'il y a 4 langues officielles. On sait qu'il y a certains problèmes entre les Wallons et les Flamands en Belgique. Mais personne ne tire. En Europe, on ne peut pas recourir à ces moyens-là, tandis qu'ici, on les stimule. Ça démontre une grande crise dans le droit international actuel. C'est pourquoi le peuple qui vit ici, alors, il ne se résignera pas à cette situation. Et ici, cette population pour laquelle la culture, la langue russe, l'histoire de la vie commune dans le cadre du même État, cela signifie beaucoup. À la lumière de ce que nous venons de voir, comparons les positions de Jean-Luc Schaffhauser, si controversées par les médias du système. Bon, d'abord, pourquoi l'Ukraine, pour moi, était très importante. Déjà en 1995, j'avais été invité par le président Kouchma. Et à l'époque, déjà, il y avait ce projet des États-Unis de couper l'Ukraine en deux. Et d'empêcher un pôle continental de s'établir. Pourquoi? Parce que cela permet de maintenir la domination occidentale, ce qu'on appelait l'Occident, l'OTAN, et cela permet d'éviter de faire de l'Europe indépendante, puissante, un concurrent. Et l'Europe indépendante, puissante, on est obligé de la penser avec la Russie, puisqu'évidemment, avec l'énergie, les matières premières de la Russie, l'Europe se trouve dans une indépendance et dans une puissance, en plus dans une unité spirituelle et chrétienne et culturelle.
Et donc, à la chute du mur, les Américains ont voulu, pour leur propre survie, d'une certaine manière de puissance, d'impérialisme, couper l'Europe en deux. Et la fracture, elle était écrite, Brzezinski l'avait écrit, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, c'est la coupure entre l'Occident et l'Orient, c'est Byzance et Rome, et donc il fallait accentuer cette fracture pour casser l'Europe et mettre la Russie à part. Et contre ce projet, évidemment, j'étais totalement opposé, puisque j'étais au contraire, je me suis engagé dans le combat européen pour la grande Europe, celle que voulait Jean-Paul II. Et donc, dans ces conditions-là, déjà la Fondation Soros, en 1995, œuvrait, préparait les forces démocratiques, les révolutions qui allaient avec, pour obtenir cela. Ce n'a pas été possible. Et moi, je l'avais d'ailleurs tout de suite dit à tous ceux qui avaient des velléités pour l'Ukraine venir en Europe, qui venaient me voir à Strasbourg, je leur disais « jamais ». Jamais, parce que vous devez être le trait d'union et non pas venir intégrer un bloc contre un autre bloc. 19 ans plus tard, les Américains sont arrivés à leur fin. Ils sont arrivés en utilisant Maïdan, des forces démocratiques sincères, sans doute sur leur fond, mais fondamentalement manipulées de l'extérieur. Mais quand vous dites les Américains sont arrivés à leur fin, c'est peut-être une vision qui est quand même, d'une certaine manière, un peu idéologique, puisque finalement, jusqu'ici, dans l'évolution du conflit ukrainien, c'est uniquement les Russes qui ont récupéré du territoire ukrainien, et non pas l'Europe qui s'est amalgamée, qui a amalgamé l'Ukraine. Oui, l'Ukraine est une construction. Elle a toujours été en partie occidentale, la Grande Pologne, et puis l'Est a toujours été fait partie de la Russie. En fin de compte, c'est Staline, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est assez amusant qu'on se bat pour les frontières de Staline. Si on s'était battu pour ces frontières, je ne crois pas que les Polonais seraient d'accord sur tout. C'est Staline qui a fait cette entité Ukraine, c'est Khrouchtchev qui a relié la Crimée. Donc l'Ukraine était en soi fragile, puisqu'elle est fabriquée d'une certaine manière et elle est de deux cultures différentes. Et donc évidemment, les Américains ne cherchent pas... ce qu'ils veulent, surtout, c'est couper en deux, c'est-à-dire faire qu'il y ait un foyer purulent, excusez-moi l'expression, de maintien de la guerre, de la guerre ou de tension, qui fait qu'il y a un ennemi et qu'il faut se protéger contre l'ennemi. C'est diviser pour mieux régner, absolument. Et derrière ça, vous avez le traité transatlantique qui vient renforcer la force de l'OTAN et le traité transatlantique qui est en fin de compte l'OTAN économique. Et l'Europe, dans tout ça, elle n'existe plus. Elle est une annexe, elle n'a plus d'identité. Ces nations n'existent plus d'ailleurs non plus, puisque dans le grand schéma européen, elles ont vocation à se fondre, nos identités, notre culture, notre histoire, au profit, en fin de compte, de cet impérialisme, il faut le dire, mondial. Nous avons une offensive très claire. Derrière, on a les Américains, préparés avec les Polonais, le coup d'État, les moyens, des sociétés privées qui interviennent en Kiev, qui occupent un étage entier du ministère de la Défense, les États-Unis, à Kiev. Donc, nous avons fondamentalement la présence d'un État étranger qui avance son impérialisme. Il est logique que face à cet impérialisme se dégagent ceux qui veulent défendre leur indépendance. Or, aujourd'hui, les Américains, parce qu'ils veulent maintenir une domination, visent effectivement à cette division pour pouvoir maintenir momentanément leur mainmise et leur domination sur le monde. Ce que la Russie veut, c'est qu'effectivement, qu'on arrête à vouloir déstabiliser continuellement par les révolutions fabriquées de toutes pièces, dites oranges, dites de liberté, qu'on arrête à déstabiliser le continent européen. Quand je parle du continent européen, c'est toute cette zone également eurasienne dont les États-Unis ont extrêmement peur, parce qu'ils sont conscients que, d'une part, le continent européen, si en plus il y a une alliance eurasienne, la Russie faisant le pont, ils sont marginalisés dans l'histoire.
Donc, qu'on arrête ce jeu-là, qui peut se comprendre en termes géopolitiques, mais enfin, l'Europe a aussi à défendre ses intérêts, et puis l'Europe a à défendre la paix en interne. Qu'on arrête ce jeu-là au profit, effectivement, d'une Europe qui doit exister dans son identité et sa culture. Pour mieux comprendre l'origine du conflit, une mise en perspective de l'histoire de l'Ukraine est nécessaire. Jean-Pierre Arignon, pourriez-vous tout d'abord nous rappeler dans quelles conditions, un petit peu avant l'an 1000, se constitue la Russie, qui va être en fait la première Russie de Kiev? Voilà. Alors, il faut tout de suite, et vous voyez, on entre dans le vif du sujet, poser une problématique autour du nom de ce premier État russe. Il s'appelle la Rousse de Kiev. Elle apparaît à partir des années 862 avec Rurik, qui va donner son nom à la dynastie des Rourikides. Vous savez que la Russie n'a connu que deux dynasties, les Rourikides et les Romanov. Il va fonder un État qui est un État fluvial, sur un axe fluvial qui est celui du Dniepr. Et il est très important de dire que le fleuve russe, par excellence, n'est pas la Volga. C'est bien évidemment le Dniepr autour duquel se constituait ce premier État russe ayant pour capitale Kiev. Et alors justement, évoquons peut-être l'histoire de cette région un peu particulière qu'est le Donbass. Alors c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Donbass, avec Donetsk et Lugansk, les deux plus grandes villes, qui sont des grandes villes, qui sont des villes industrielles avec une région de tradition minière et industrielle. Après la guerre civile, c'est-à-dire de 1917 à 1920, en 1921, les bolcheviks ont offert la région du Donbass, de ce qu'on appelait précédemment la Novorossia, et qu'on voit réapparaître comme appellation. Mais n'oubliez pas aussi qu'on appelait l'Ukraine la Malorossia, c'est-à-dire la petite Russie, qu'on appelle la Biélorussie toujours la Biélorussie, la Russie blanche, etc. Il y avait donc des régions comme ça qui avaient leur nom, et la Novorossia en faisait partie. Mais c'est vrai que c'était une appellation qui était un peu en désuétude, on ne s'en servait plus. Là, elle réapparaît, et cette région-là, qui va de Odessa à, disons, au nord de Lugansk, a été donnée par les bolcheviks à la République d'Ukraine, à l'Ukraine. L'Ukraine, vous savez, a été composée de différentes régions qui ont été rattachées au fur et à mesure et qui donc n'ont pas vraiment une unité nationale. Elle aurait pu se constituer, cette unité nationale. Elle aurait pu, notamment avec le Maïdan, parce que tous les Ukrainiens étaient d'accord pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les oligarques, pour exiger une gouvernance un peu plus correcte que ce qu'ils connaissaient depuis 20 ans. Au lieu de ça, quand le coup d'État a été fait à Kiev, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que d'un coup d'État, puisque les procédures d'impeachment qui sont prévues dans la constitution ukrainienne n'ont pas du tout été respectées pour chasser Yanukovych. Et Yanukovych, c'est pas Allende, il n'a pas voulu se faire tuer sur place. C'est comme ça. Donc il y a un ultimatum qui lui a été posé, il avait 24 heures pour partir, sinon il était assassiné. En gros, c'est ça, en tout cas c'est ce qu'il a dit lui-même. Et disons que la question, le problème, tout le problème de l'Ukraine en fait a été là, c'est qu'au lieu d'essayer de chercher l'unité nationale, qui aurait pu se retrouver dans une assemblée constituante par exemple, eh bien non, ceux qui se sont emparés du pouvoir, les premières décisions qu'ils ont prises, c'était « on va interdire le russe ». Or, c'est la langue parlée dans le Donbass, justement. Et puis dans tout le sud de l'Ukraine. Mais c'est la langue, ce n'est pas une des deux langues. C'est comme si en Belgique, vous interdisiez le français. C'est comme si au Canada, vous interdisiez le français. On peut comprendre que les gens, d'autant que c'est un problème récurrent, cette histoire de langue russe. En plus, ils ont commencé à sautiller pendant les manifestations en disant que celui qui sautille pas, c'est un sale Ruskov. Imaginez ici des manifestations, celui qui sautille pas est un sale bougnoul ou un sale je sais pas quoi, ou un sale flamand pour ce qui serait en Belgique. Mais vous excluez tout de suite une partie de la population, puisqu'il y a près de 20 millions de Russes. Donc, évidemment, au lieu de chercher le bouc émissaire, au lieu d'exclure, ils auraient pu faire une union nationale. Ils l'ont pas fait.